ora di dettagli. Salut YouTube, est-ce que tu aimes les chocobéennes? Aujourd'hui on va se frotter devant de jolies couvertures et des récits aussi étonnants que mythiques avec l'album intitulé Hulk et la chose et l'intégrale des Fantastiques 1966 qui regroupe les meilleurs moments du groupe avec bien évidemment une plongée dans les années Lug, bande de petits vénards, on va se faire pouic pouic. Allez, envoyez le bousin. Parlons aujourd'hui, chers amis épicuriens, du top BD numéro 13 datant de 1988, sorti chez Lug et appelé Hulk et la chose, le grand chambardement. C'est un récit bienvenu de 62 pages écrit par Jim Starlin et dessiné par Bernie Wrightson et tiré du Marvel Graphic Novel numéro 29 publié en 1987. Avec l'album entre les mains, nous sommes frappés par la texture douceâtre de sa couverture qui présente fièrement les deux protagonistes du récit, bien dans la tradition de l'époque, la tradition, comme disent les vignerons du Ventoux, c'est le sillon de la modernité. Mais de quoi tu parles là? La chose est Hulk, Hulk est la chose. Dans notre tête, d'adolescent demeuré, on a forcément l'image de cet éternel concours de beats entre la chose et Hulk. Ben oui, qui des deux aura la plus longue? J'ai une certaine image en tête quand tu dis ça, man. Et on te remerciera jamais assez de l'avoir gardé pour toi. Ils te sont souvent castagnés l'un contre l'autre durant toutes ces années, mais jamais on n'aurait cru que les deux gros bourrins puissent faire équipe. C'est en tout cas ce que nous racontent Jim Starlin et Bernie Wrightson dans un graphic novel épique et comique. Une aventure sans temps mort où Hulk et la chose sont associés pour accomplir une quête délirante sur une autre planète en échange de l'accomplissement de leurs vœux. Et forcément, rien ne se passe comme prévu. Les situations deviennent vite loufoques et le final est vraiment très drôle. Dès le début, cette histoire démarre sur les chapeaux de roue avec une ambiance de folie. Pas besoin de présenter véritablement les deux mastodontes et l'auteur les plonge directement dans une histoire totalement folle, mais malgré tout fort bien écrite, ne tombant jamais dans le puéril ou le débile comme une émission d'Hanouna. C'est super drôle. Et c'est l'une des grandes forces de ce récit atypique. Si vous êtes attiré par la perspective d'un duel entre les deux poids lourds de l'univers Marvel, d'un épique combat au point massif où les bourrins vont ahaner de rauques exclamations bestiales, entrecoupées de vigoureuses vannes virulentes entre deux frictions de l'âme, eh ben laissez tomber, car vous risquez d'être aussi surpris que déçu. Ah! Car oui, fidèles amis viewers et autres catéchumènes à qui on n'a pas laissé le choix, à la place d'un énième duel entre Hulk et la chose, on découvre un récit hilarant et assez inattendu. Inattendu car pour ceux qui pensent que Jim Starlin est un garçon doué pour les récits galactiques, comme la guerre des Kree contre les Skrulls, ou même très sérieux et poignant comme l'émouvant Mort du Captain Marvel, eh bien il risque d'être surpris. Je ne sais pas ce que Jim Starlin a bu avant de créer ce récit, mais j'ai l'impression que ma maman a bu la même chose quand elle était enceinte et qu'elle a créé cet être incroyablement barge qui vous fait sa chronique chaque semaine sur cette chaîne incroyable du cul. Et bien pour en revenir au récit, ayant atteint un degré de jovialité éthylique nettement au-dessus de la moyenne habituelle, le père Starlin peut aussi écrire des récits humoristiques déjantés. La preuve avec cet album. Et à la lecture de ce top BD, j'ai ressenti comme un parfum d'années 80 qui plane sur cette histoire fort correcte. Dans ce récit donc, pas de grande bataille cosmique à l'Avenger contre Thanos, mais plutôt une histoire où un duo de personnages que beaucoup de choses opposent sont amenés à collaborer pour résoudre en un temps imparti une intrigue. Cela a un petit côté 48 heures ou double détente pour ceux qui ont connu les films des années 80. Bref, c'est léger, dynamique et drôle, et ça donne un petit ensoleillement gai à nos existences qui en ont bien besoin. Ça coûte rien, et ça ensoleille la vie. Côté dessin, Bernie Wrightson arrive à restituer la puissance tout en muscles d'Hulk et l'aspect massif de la chose. C'est du pur bourrin. Il est vrai que sur le plan graphique, les avis sont tranchés comme Louis XVI un matin de janvier 1793, les uns estimant que le graphic novel reste transi au fil des pages dans sa semi-laideur, alors que d'autres affirment que Bernie Wrightson livre des planches très jolies et très réussies qui flattent la rétine, comme peut flatter la longueur émouvante des cuisses de certaines femmes qui daignent les exhiber avec grâce et provocation. Pardon, je suis en train de m'exciter. En fait, pour des gens normalement intelligents et parfaitement au fait de leur époque et de celle des années 80, les dessins de Wrightson C'est Wrightson, du con! ressemblent vraiment à ce qu'on pouvait voir et lire à l'époque des 80s dans les BD de SF ou d'Heroic Fantasy, genre épique ou air comprimé. Y'a de quoi s'y perdre. Car il faut bien le dire, dans le format top BD, les dessins ressortent vraiment très bien. En fait, en plaçant le récit dans un contexte science-fictionnel très fort, Starlin permet à Wrightson C'est Wrightson, je t'ai dit, du con! de développer toute la passion qu'il porte à l'univers de Métal Hurlant. Saviez-vous, noble BD-phile, passionné et curieux, c'est-à-dire plus trop jeune, que Wrightson Wrightson, bordel! avait écrit un des segments du film Métal Hurlant. Vous vous en foutez?
Bon, en tout cas, cela se ressent beaucoup au fil des pages, et du coup, c'est plus ce style-là qui se dégage de la lecture de cette BD que le style héros classique qu'on a l'habitude de lire, si vous voyez ce que je veux dire. Non. Personnellement, à la première lecture, je n'ai pas aimé en tant qu'amateur de super-héros. Mais à la seconde lecture, en replaçant le récit dans le mainstream des années 80, et en le considérant comme une aventure à part entière de science-fiction, sans rapport avec Marvel, j'ai apprécié. Il y a quelque chose qui m'a touché, presque autant qu'un enfant de cœur au Concile du Vatican. Si vous avez lu cette histoire quand vous étiez ado, et que vous le relisez aujourd'hui, vous aurez forcément un jugement de valeur négatif ou de déception. En fait, n'oubliez pas que nous sommes confrontés à cet éternel problème, on a grandi et on a moins d'étoiles dans les yeux. C'est triste en fait. Je suis vieux! Mais au moins, on ne peut pas reprocher l'originalité de ce récit. Ainsi donc, pour résumer, laissez-vous tenter par ce top album si vous avez envie de légèreté et de franche rigolade, qui sied certainement plus aux lecteurs qui ont été ados dans les années 80, car ils y retrouveront la folie cartoonesque de la BD, en particulier ceux qui ont aimé les revues épiques ou air comprimé. Elle peut apporter aux lecteurs ouverts d'esprit cet ultime état de grâce enfantine qui semble l'avoir quitté depuis qu'il paye ses impôts, se tape les réflexions de sa belle-mère acariâtre à chaque repas de Noël, bref, l'homme coincé entre mariage et parité, donc entre agression et oppression. J'aurais envie de dire que si vous n'avez pas connu les joies des lectures de cette époque 80s, laissez tomber. De même, ceux qui sont systématiquement transis d'admiration béate pour les histoires de super-héros classiques, eh ben je vous conseille d'éviter, surtout si vous aviez envie de vous retaper une énième baston pleine de testostérone entre les deux balourds. Passez votre chemin, et on vous aura prévenu, hein, alors allez pas ensuite faire un drama sur Twitter, comme quand vous chialez devant les nouvelles mises à jour d'Instagram. Hein. Ça me gave ce genre d'attitude. En fait, pour tout vous dire, je suis comme un enfant de cœur après confesse. J'en ai plein le fion. Oh mon Dieu! Aujourd'hui, bande de petits vénards, allez vous faire pouic-pouic, on parle du 5e volume consacré aux 4 Fantastiques chez Panini qui rassemble toute la production de 1966, c'est-à-dire Jeunes et Faibles, et je m'adresse aussi à toi là, hein, qui est en train de te curer le nez devant ton écran, je parle des numéros 46 à 57 et de l'annual numéro 4. Bon, on ne va pas se le cacher, l'année 66 est sûrement l'année la plus marquante du Quatuor, même si on pourrait reprocher le côté fanfreluche de Jen, avec des aventures passées depuis à la postérité, ou comme j'aime le dire, qui sont entrés dans les annales. Mais non, c'est pas possible, ce bouquin est beaucoup trop gros. Qu'on aime ou pas les dessins percutants de Jack Kirby, il faut reconnaître que son association avec le père Stan Lee a créé quelque chose d'énorme en cette année 1966. Ça relève franchement de la fissure XL dans notre pan de réalité, et je ne baisse pas mes mots. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, en fait vous attendez le jingle depuis le début, c'est pas vrai? Eh bien, soit, je ne peux rien vous refuser mes petits farfadets. Envoyez le bousin. Les 4 fantastiques nous protègent du mal. Ta gueule! Franchement, ça commence fort avec la suite de la saga des Inhumains. Vous savez, les flèches noires Médusa, Karnak ou même Gorgone. Ce peuple qui a subi des expériences de la part des Kree qui les ont fait muter. Et forcément, leur rencontre avec les 4 Fantastiques est plus qu'explosive dans ces épisodes des Fantastic Four 46 de janvier 1966 et le Fantastic Four 47 de février 1966. C'est magnifique, comme dirait mon abruti de neveu qui n'apportera jamais rien au patrimoine européen. Bon, pour les lecteurs français, les épisodes 46 et 47 ont été publiés dans les premiers albums des Fantastiques intitulés intelligemment Les Inhumains sont parmi nous, datant de 1973, mais dont les plus jeunes d'entre nous ont également pu lire la 2e édition en 1986, que je vous montre là, de mes petites mains affriolantes. Ah bah c'est pas de ma faute hein, si toutes les filles qui portent leur regard sur mes mains appétantes explosent toute leur libido. Hein. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Mais pour en revenir à cet album, je vous dis tout de suite que Lug a fait péter pas mal d'onomatopées, comme par exemple ici, quand la chose défonce la tronche à Flèche Noire. De même, la fin de l'album français est un beau bordel, car Lug commence à publier 6 pages du Fantastic Four 48 de mars 1966, et bien évidemment avec un montage bordélique, censurant même 4 cases pour se faciliter la tâche. Ce qui fait que l'aventure de cet épisode 48, intitulé « Voici venir Galactus », se retrouve à cheval. Le cheval, c'est génial. Entre le premier album de Lug et le second album, datant de 1973, et intitulé « La saga du surfeur d'argent ». Allez, je vous laisse 6 secondes pour vous toucher sur cette petite merveille de Jean Frisano. Alors oui, la couverture est superbe, mais maintenant, vous arrêtez de vous polir le phallus en regardant ce beau travail de peintre. Par contre, on ne félicite pas Lug pour ce montage approximatif, car cet épisode 48 débute dans l'album de Lug à sa 8e page. Regardez-moi ça, ça commence ni queue ni tête avec le surfeur d'argent côtoyant des astéroïdes à la con sans explication. Bon, sérieux, ça craint quand même, car nous avons ici les débuts de la trilogie de Galactus et du surfeur d'argent. 3 épisodes mythiques. Comme ma vie. Ah
ouais, enfin quoi, nous avons ici la première apparition de Galactus, le grand cornu cosmique bouffeur de planètes. Ce personnage phare de Marvel est une pure création de Stan Lee qui voulait introduire un ennemi encore plus fort que tous ceux qu'il avait imaginés jusqu'alors, renvoyant même le vilain Fatalis, joué dans Le Secret de Brokeback Mountain. T'as compris l'allusion? Ah non, je me fais pas ramoner par un cow-boy. Pourtant, il aime ça. Mais enfin, ça va pas! Et c'est là où le grand Stan Lee est un génie car refusant de retomber dans les classiques récits d'un alien surpuissant qui veut conquérir la Terre, il donne à Galactus des motivations très différentes. Il est un dévoreur de planètes et cela fait de lui ni un bon ni un mauvais. Stan Lee nous offre ici un personnage qui dépasse le cadre de la morale habituelle des comics et là, il faut bien l'avouer, c'est susceptible de nous foutre une demi-molle. N'exagérons rien quand même, hein. Et bien évidemment, à cette fantastique création scénaristique, Jack Kirby ajoute un personnage tout aussi génial, le surfeur d'argent. Stan Lee avait confié une ébauche de script à Kirby pour qu'il la mette en image. Et v'là-t-il pas que le scénariste découvre dans les planches du dessinateur un étrange personnage argenté parcourant le cosmos sur un surf. Lorsque Stan Lee lui demande des explications, Kirby lui répond qu'un être quasi divin comme Galactus se doit d'avoir un héros qui déchire sa race et qui lui trouve de quoi le sustenter car le cornu a un gros appétit. Stan Lee est convaincu et il fait non seulement du surfeur le serviteur du dévoreur de monde, mais aussi la conscience de l'univers Marvel. Un petit gars argenté qui n'hésite pas à pousser des méditations philosophiques pour mettre en évidence les faiblesses des humains. Et ça, c'est du génie de la part de Stan Lee. Ainsi donc, les albums Panini nous représentent la trilogie de Galactus et du Surfer à travers ses épisodes 48 à 50 entre mars et mai 1966. Bon, notez la différence de colorisation réalisée par Lug qui nous met de la couleur alors que dans la version originale, on a une version plus, comment dire... Swag? Oui, swag. Putain, c'est swag. Oh putain, c'est swag. Oh putain, c'est swag. Putain, c'est swag. Oh putain, c'est swag. Oh putain, c'est swag. Oh putain, c'est vraiment... Pour ceux qui veulent plus de détails sur ce second album des 4 Fantastiques, je vous invite à aller voir la vidéo que je lui avais consacrée dans un instant comics et dont le lien n'est pas en description. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme de le faire. Puis l'album Panini nous propose l'épisode 51 des Fantastic Four datant de juin 1966, intitulé « Cet homme, ce monstre ». Cet épisode paraît si anodin, et peut-être même refouler le vieux meuble comme Tata Jacqueline, et pourtant il est très intéressant. Et il fut même un moment clé de la saga, puisqu'il a reçu les éloges des lecteurs et de la critique pour sa profonde réflexion. Loin de brasser du vent pour se donner un faux fond, voilà un épisode que je vous invite à lire ou relire pour en goûter la saveur, soit dans cet album Panini, soit dans le deuxième album des Fantastiques chez Lug. Tu peux pas nous en dire plus? Non. Ah bah d'accord, ça a le mérite d'être clair, hein. Et hop, nous voilà déjà sur l'épisode 52 des Fantastiques Four datant de juillet 1966, et là encore, on a un épisode mythique puisqu'on assiste au début de la Panthère Noire. Le premier héros africain, chef d'un pays aux technologies avant-gardistes. Bah ouais, regardez la 3e page de cette aventure, et vous vous rendrez compte que le Wakanda a été l'un des premiers pays à avoir inventé le téléphone portable et le kit main libre. Et on est en 1966 les enfants, c'est énorme. Mais à cette époque, Stan Lee était persuadé que le brave T'Challa connaîtrait le succès. Nonobstant ces 2 séries individuelles dans Jungle Action numéro 5 en juillet 1973 et Black Panther numéro 1 en janvier 1977 ne battront pas de record de vente, malgré leur qualité avec des épisodes signés Don McGregor. Attention, ces séries sont loin d'être assimilées au cimetière du fun, mais à l'époque, les gens avaient dit « Mais... » Ce que tu dis n'a aucun sens. Bref, l'album Panini nous narre donc les aventures des Fantastiques et de T'Challa entre l'épisode 52 et 53, l'occasion de découvrir Klaw, le maître du son, capable de convertir le son en masse. Non. Bien entendu, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'album numéro 3 de Lug que je possède et qui relate toutes ces merveilleuses aventures. Et regardez la beauté de cette couverture, elle est trop belle. Mais mec, ça déchire! Je confesse que devant le travail de l'artiste, mon excitation est telle que j'ai pas besoin d'une poire de lavement. Là encore, vous pourrez retrouver ces aventures dans cet album de Lug appelé intelligemment La Panthère Noire en 1974. Vous savez qu'aujourd'hui, Lug n'aurait pas pu dire Panthère Noire, mais Panthère racisée, hein. Faut bien le rappeler ça. Mais bien vite, des épisodes 54 et 55 nous montrent que Stan Lee avait du mal à se séparer des Inhumains et du Silver Surfer qui viennent refaire un petit tour du côté de chez Swan dans les pages des Fantastiques. Il y a cet épisode intéressant où le surfeur d'argent vient rendre une visite à Alicia Master, déclenchant la jalousie de Ben Grimm et une bagarre mémorable. Il faut dire que le surfeur a une aura sexuelle. Est-ce son corps sculpté comme un Apollon qui a la police comme Starsky? T'as compris la blague? La police
comme Starsky. Après, Alicia semble aveugle à son charme. T'as compris? Alicia, aveugle à son charme. Bah oui, elle est aveugle. Bon, bah alors je continue. Arrêtez! Vous aimez pas mes blagues? Ouais, vaut mieux, continue. Non, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il y a une tension sexuelle entre les deux, mais la chose va être assez vénère de trouver le petit gars argenté chez sa meuf, imaginant probablement qu'il est là pour lui mater les roussoles. L'épisode 56 est très intéressant puisqu'on voit pour la première fois la nouvelle apparence de Claude dans sa tenue rouge avec son masque de proto. Je me souviens d'un épisode du dessin animé sur les 4 Fantastiques qui avait tenté de reprendre cette histoire de façon malhabile avec la voix de Gérard Hernandez. Du lourd pour qui s'en souvient. Ah bah si tu es un jeune et que tu regardes cette émission, tu ne dois pas comprendre de quoi je parle. Après, j'aurais envie de te dire que si tu as moins de 40 ans en 2020, c'est trop la honte pour toi. Puis l'album Panini nous présente le 4e annual des Fantastiques qui semble vouloir faire un revival avec un retour aux racines de Marvel. Et vous le savez, les racines c'est important. Car on y voit le retour de l'un des premiers super-héros de la Maison des Idées, autrefois appelé Timely, je vous le rappelle, bande d'un culte, et il s'agit de la torche humaine des origines, l'androïde conçu par Phineas Horton, mais ça, vous vous en branlez. Une baston avec Johnny Storm va bien évidemment avoir lieu, vous vous en doutez, car vous n'êtes pas des cons quand même. Enfin, l'album se termine avec le retour du Docteur Fatalis, Surprise, motherfucker! qui cette fois-ci, en grand chouin qu'il est, va voler les pouvoirs cosmiques du surfeur d'argent dans un épisode assez dramatique, il faut bien le dire, épisode que vous avez pu lire dans le 4e album des 4 Fantastiques chez Lug en 1974 ou lors de sa 2e édition en 1987. Alors que dire de tout cela, mes petits farfadets? Oh, plein de choses, comme dirait l'un de mes amis qui est parti vivre en Chine. On s'en bat les couilles, 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 couilles. Comment ça, vous en foutez? Bon, d'accord. Je pense que si vous aimez les Fantastiques, cet album est indispensable car l'année 66 est certainement le meilleur cru pour le Quatuor. Galactus, le surfeur d'argent, la panthère noire, Claw, c'est du lourd quand même, hein, au niveau des apparitions de personnages mythiques. Allez, n'ayons pas peur de le dire, cette intégrale est certainement le meilleur de tous les épisodes des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques nous protègent du mal. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Alors oui, il y a les dessins de Jack Kirby qui ne font pas l'unanimité, mais ça c'est du pinéage de mouches qui chient dans un bol, hein, parce qu'il n'y a pas de quoi non plus serrer les dents comme Yves Montand. Mais quand même, le reste est un chef-d'œuvre, car il y a la saga du surfeur quand même, et c'est pas de la merde, c'est que du bonheur! De très bons scénarios, des vilains qui ont de la gueule... Non. Et puis zut, à la fin, il y a Galactus et la panthère noire. Si ça ne vous fait rien, eh bien allez vous faire mort par une biquette les gars, hein. Mais il y a aussi la jolie Cristal, qui loin de ressembler à une pute à franges, en passe pour Johnny Storm, ce dernier d'ailleurs aimerait bien étreiner son sexe ruisselant. Et il y a même le personnage de Gueule d'Or, mais là, ça risque de devenir de la zoophilie. Le scénario avec Galactus est bien ficelé en plus d'être génial, et le retour de Fatalis à la fin de l'album nous met en haleine car tout se termine avec un cliffhanger de la mort qui tue. Bref, cet album est loin d'être une version cannibale et low cost des Fantastiques. T'as compris? Cannibale et low cost? Non? Bon d'accord. Et c'est pourquoi mes chers farfadets, bruns, châtains, blonds, platinés, et même les roux... non pas les roux. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin, là-bas! Bref, je disais, je vous invite à investir promptement dans cet ouvrage si vous êtes un fan des... Les 4 Fantastiques nous protègent du mal. Ta gueule! Voilà mes petits farfadets, cette émission est maintenant terminée, on se retrouve dans 15 jours pour la dernière de la saison, et après je ferai comme le chanteur Renaud, je me mettrai au vert jusqu'à la fin août. Ne ratez sous aucun prétexte la dernière de la saison, ça va être du contenu que tu trouves pas chez Jiffy ou chez Babou, hein. On va avoir du très lourd. Comme ma bille. Je sais où tu te caches! Viens ici! Non, un bel remplacé! Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Ta gueule!